طبعوا. Des bases souterraines s'ouvrent quelques minutes, le temps d'un tir, avant que les batteries disparaissent de nouveau sous la roche. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement le nombre de missiles, mais la cohérence de l'ensemble. Production nationale, infrastructure enterrée, lanceurs mobiles, et une doctrine qui repose sur la survie et la capacité de riposte. Les analyses ouvertes décrivent désormais l'arsenal iranien comme le plus important quantitativement du Moyen-Orient, résultat de décennies d'investissement malgré des sanctions et l'isolement technologique. Comment un pays soumis à des embargos répétés a-t-il réussi à construire une telle puissance balistique capable d'inquiéter toute la région? Pour comprendre cette montée en puissance, il faut revenir en arrière à une époque où l'Iran ne possédait presque rien. La guerre Iran-Irak, déclenchée en 1980, constitue le point de départ réel du programme balistique iranien. Pendant 8 années de conflit, l'Iran subit des bombardements intensifs sur ses villes et ses infrastructures, notamment durant ce que l'on appellera à partir de 1984 la guerre des villes. Bagdad utilise alors des missiles balistiques pour frapper Téhéran et d'autres centres urbains, exposant brutalement la vulnérabilité stratégique iranienne. Ces frappes cherchant avant tout à briser le moral de la population. L'Iran dispose d'une armée affaiblie par la révolution de 1979, une partie de ses cadres militaires a disparu, ses chaînes logistiques sont désorganisées, et surtout, son aviation, largement équipée de matériel occidental, souffre du manque de pièces détachées et de maintenance. Très vite, la République islamique comprend qu'elle ne peut pas répondre symétriquement par la puissance aérienne. Face à cette situation, Téhéran cherche une solution immédiate, les missiles balistiques. Dès le milieu des années 1980, l'Iran acquiert des missiles Scud auprès de plusieurs fournisseurs, notamment la Libye, la Syrie et surtout la Corée du Nord. Ces armes deviennent le seul moyen crédible de frapper le territoire irakien. Entre 1985 et 1988, des dizaines de missiles sont lancés contre les villes irakiennes en représailles, inaugurant une logique qui marquera durablement la stratégie iranienne. Pesant près de 6 tonnes pour plus de 11 mètres de long, ils utilisent une propulsion liquide nécessitant une longue préparation avant tir. La portée de ces missiles est d'environ 300 km, avec une charge modulaire d'un peu moins d'une tonne. Leur guidage est inertiel et très imprécis. Leur rayon d'erreur probable, appelé CEP, atteint environ 1 km. Autrement dit, on vise une ville plus qu'un bâtiment. Pour revenir à nos missiles, la dépendance étrangère révèle rapidement ses limites. Les stocks sont faibles, les approvisionnements incertains, et chaque tir rappelle que l'Iran dépend totalement de fournisseurs étrangers. Les dirigeants iraniens tirent alors une conclusion stratégique fondamentale. La survie du pays ne peut pas reposer sur des importations. Les premières tentatives d'assemblage local apparaissent à la fin des années 1980, avec l'adaptation et la reproduction progressive des Scuds sous des désignations nationales. Ce processus marque la naissance d'une industrie balistique encore rudimentaire, mais déjà orientée vers l'autonomie. Sur le plan doctrinal, la leçon est claire. L'Iran comprend que ses missiles doivent remplacer ce que son aviation ne peut plus garantir, la capacité de frapper l'ennemi en profondeur, même sous embargo. Cette logique va structurer toute l'évolution ultérieure du programme. Les missiles ne sont pas vus comme un simple complément, mais comme une assurance stratégique capable de survivre à une guerre prolongée. À la fin du conflit, l'Iran ne possède pas encore un arsenal moderne, mais une conviction s'impose. Pour survivre à la prochaine guerre, il faudra produire ses propres missiles. C'est le point de départ d'un programme qui ne cessera plus de s'étendre. À la fin de la guerre Iran-Irak, l'Iran entre dans une nouvelle phase, celle de l'apprentissage. Le pays comprend qu'il doit produire ses propres missiles, mais ne possède ni la base technologique, ni l'expérience industrielle nécessaire. Les années 1990 deviennent donc une période de transition marquée par une stratégie pragmatique, copiée, adaptée et industrialisée. Téhéran s'appuie principalement sur des partenariats étrangers, en particulier avec la Corée du Nord. Au-delà de la simple vente de missiles Scud, Pyongyang fournit une assistance technique concrète, avec des transferts de composants, de moteurs et de savoir-faire industriel, permettant aux ingénieurs iraniens de comprendre les différentes étapes de fabrication et d'assemblage. Des rapports occidentaux évoquent notamment des transferts de technologie liés aux missiles nord-coréens Nodong, qui serviront de base aux développements iraniens ultérieurs. En parallèle, la Chine joue un rôle complémentaire avec la livraison de missiles tactiques M7, rebaptisés localement Tondar 69. Classés parmi les SRBM, c'est-à-dire les missiles balistiques de courte portée,
Ce système est dérivé du missile sol-air chinois HQ-2, lui-même copié du SA-2 soviétique. Il ne constitue pas un vecteur stratégique de grande portée, mais il marque une étape technologique importante. Long d'un peu plus de 10 mètres, d'environ 2,6 tonnes au lancement, doté d'un propagole solide et capable d'atteindre environ 150 km, il introduit surtout une nouveauté majeure pour l'Iran, la propulsion solide, qui réduit fortement le temps passé sur le site de lancement par rapport au Scud à carburant liquide. Son guidage inertiel reste toutefois imprécis, avec un rayon d'erreur probable estimé entre 500 et 1000 mètres, ce qui limite son efficacité contre des cibles ponctuelles. L'Iran ne reçoit donc pas un programme clé en main, mais accumule progressivement des briques technologiques venues de plusieurs partenaires. La première étape de cette montée en puissance est le Shahab 1, qui n'est pas encore un missile véritablement nouveau, mais une version produite localement du Scud B, déjà utilisé pendant la guerre. Les performances restent globalement similaires aux missiles précédemment apportés. La nouveauté est surtout industrielle. Pour la première fois, l'Iran cherche à maîtriser la fabrication et l'assemblage d'un missile balistique sur son propre territoire, mettant en place une chaîne logistique nationale et acquérant les premières compétences nécessaires à la maintenance et à la production. L'évolution suivante apparaît avec le Shahab 2, dérivé du Scud-C. Le principe général reste identique, mais le missile est allongé afin d'emporter davantage de carburant, ce qui permet d'augmenter la portée jusqu'à environ 500 km au prix d'une charge militaire légèrement réduite. Pour l'Iran, cette portée accrue élargit le nombre de cibles accessibles et confirme la volonté de dépasser le cadre strictement défensif. Le véritable saut stratégique intervient avec le Shahab-3 basé sur la technologie nord-coréenne du Nodong. Ce missile entre en service au début des années 2000 et change radicalement l'équation régionale. Long d'environ 16 mètres pour une masse au lancement proche de 16 à 17 tonnes, il s'agit d'un missile balistique monoétage à propulsion liquide capable d'atteindre une portée estimée entre 1300 et 1500 km selon la charge emportée. Classé parmi les MRBM, c'est-à-dire de portée moyenne, il permet pour la première fois à l'Iran de frapper des cibles situées à l'échelle régionale avec une charge militaire d'environ 700 à 1000 kg. Son guidage inertiel reste relativement imprécis dans ses premières versions, avec un rayon d'erreur probable pouvant atteindre 1 km ou plus. Cette période marque également la consolidation progressive du complexe militaro-industriel balistique iranien. Les structures liées au ministère de la Défense se développent, les chaînes de production se standardisent et l'ingénierie inversée devient une méthode assumée. Chaque missile importé est étudié, démonté, reproduit et progressivement adapté. L'objectif n'est plus seulement d'utiliser des missiles, mais d'acquérir une autonomie industrielle durable. Il serait toutefois erroné de présenter cette progression comme parfaitement linéaire. Le programme iranien connaît aussi des retards, des échecs d'essais et des ajustements techniques. Sa montée en puissance s'effectue par itération et expérimentation successives plutôt que par une progression parfaitement maîtrisée. Au début des années 2000, le programme balistique iranien entre dans une nouvelle phase. Les missiles à carburant liquide comme les Shahab ont permis d'acquérir une portée régionale, mais ils révèlent rapidement leurs limites opérationnelles. Leur préparation au tir exige des procédures longues de remplissage, une logistique lourde et une exposition prolongée sur le site de lancement, facilement détectable par satellite. En cas de conflit majeur, ces systèmes restent vulnérables à une frappe préventive. Les stratèges iraniens comprennent alors que la survivabilité de leur arsenal dépend de la fenêtre de vulnérabilité entre la mise en position et le lancement. La réponse prend la forme d'un tournant technologique, le passage au propagole solide. Contrairement aux missiles liquides, ces systèmes peuvent être stockés prêts au tir pendant de longues périodes, déplacés plus facilement et lancés avec un temps de réaction réduit. Le programme FATE symbolise ce changement. Le Fateh 110, testé au début des années 2000, est un missile balistique mono-étage à propagole solide, long d'environ 8,8 mètres pour une masse proche de 3,5 tonnes. Sa portée initiale est estimée entre 200 et 300 km avec une charge militaire d'environ 500 kg. Déployé sur lanceur routier mobile, il repose sur un guidage inertiel, progressivement complété par des corrections terminales qui réduisent fortement l'écart à l'impact. Cette architecture sert ensuite de base à plusieurs évolutions successives. Des variantes comme le Zolfagar étendent la portée à environ 700 km, tandis que d'autres, comme le Deathful ou le Raad 500, témoignent d'une amélioration continue des performances grâce à des structures allégées et à des optimisations de propulsion. Plutôt que de développer un système entièrement nouveau, l'Iran fait évoluer progressivement une même famille de missiles afin d'en améliorer la portée, la précision et la mobilité. Parallèlement, l'Iran développe le Ségil,
un missile de moyenne portée à propelleur solide et à deux étages, capable d'atteindre environ 2000 km avec une charge d'environ 500 à 700 kg. Pour la première fois, l'Iran combine portée stratégique régionale et propulsion solide, ce qui réduit considérablement la vulnérabilité avant le tir. Même si son statut opérationnel reste débattu dans certaines sources ouvertes, le Ségil marque une avancée technologique importante. Au cours de cette période, la précision devient également un axe central du développement balistique. Les améliorations du guidage et l'apparition d'ogives présentées comme manœuvrantes traduisent la volonté d'augmenter l'efficacité militaire réelle des frappes. Un missile balistique peut emporter plusieurs types d'ogives selon sa mission. Charge conventionnelle, ogive à fragmentation ou ogive manœuvrante capable d'effectuer des corrections de trajectoire en phase terminale afin d'améliorer la précision et de compliquer l'interception. Les arsenaux les plus avancés utilisent également des leurres ou des têtes multiples indépendantes, MIRV. Dans le cas de l'Iran, les sources ouvertes indiquent surtout l'emploi d'ogives unitaires, parfois manœuvrantes, tandis que l'usage de véritables MIRV opérationnels n'est pas confirmé et que l'usage de leurres reste incertain. L'arsenal iranien cesse progressivement d'être un simple outil de démonstration politique pour devenir un instrument militaire intégré à la planification stratégique. Avec le temps, le programme balistique iranien ne s'organise plus autour de missiles isolés, mais autour de plusieurs grandes familles technologiques. On distingue notamment les systèmes dérivés des Scud et du Shahab, à propulsion liquide et orientés vers les portées régionales plus importantes. La famille Fateh à propulsion solide, conçue pour des frappes plus rapides et plus mobiles, ainsi que des développements plus récents comme le Sigil, qui combine propulsion solide et portée intermédiaire. Cette organisation par famille permet à l'industrie iranienne de faire évoluer progressivement ses systèmes sans devoir repartir de zéro à chaque génération. On évoquera les systèmes les plus représentatifs. À partir des années 2000, la transformation du programme balistique iranien ne se situe plus seulement dans les missiles eux-mêmes, mais dans l'infrastructure industrielle et organisationnelle qui les soutient. D'ailleurs, chaque nouveau modèle apparaît un système de production et de développement de plus en plus structuré, capable de fonctionner malgré les sanctions internationales. Au cœur de cette architecture se trouve la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique, devenu l'opérateur principal des missiles balistiques iraniens. Elle supervise les essais, organise les démonstrations publiques et participe directement à la définition des programmes technologiques. Les missiles ne sont plus de simples systèmes d'armes, ils deviennent un instrument stratégique intégré au cœur de la doctrine de dissuasion et de survivabilité du régime. L'industrie s'organise autour de l'Aerospace Industries Organization et de plusieurs groupes spécialisés. Le Shahid Emat Industrial Group est associé au développement des missiles à propulsion liquide, notamment la famille Shahab et ses évolutions, tandis que le Shahid Bagheri Industrial Group se concentre sur les systèmes à propelleur solide comme la famille Fateh. Cette division du travail permet d'accélérer la montée en compétences tout en cloisonnant les programmes, réduisant ainsi la vulnérabilité globale en cas de sanctions ou de frappes ciblées. Dans ce contexte apparaissent de nouvelles évolutions des missiles existants. Le Gadr, par exemple, représente une amélioration du Shahab 3, mais avec une masse optimisée et une portée accrue, estimée entre 1600 et 2000 km selon les versions, long d'environ 15 à 16 mètres, capable d'emporter une charge de l'ordre de 700 à 1000 kg. Il illustre la capacité iranienne à modifier localement les performances sans rupture technologique majeure. Les améliorations du guidage réduisent progressivement le rayon d'erreur probable, traduisant un effort constant vers une meilleure précision. Comme la plupart des missiles balistiques de moyenne portée, ces systèmes suivent une trajectoire dite balistique. Après une phase propulsée initiale qui les accélère plus ou moins hors de l'atmosphère, ils poursuivent leur vol selon une trajectoire exo-atmosphérique avant de rentrer dans l'atmosphère lors de la phase terminale. Ce profil de vol permet d'atteindre de longues distances tout en compliquant l'interception par les défenses antimissiles. Dans cette continuité, l'EMAD introduit une ogive présentée comme manœuvrante afin d'améliorer la précision terminale. Le Kiam 1 constitue quant à lui une modernisation plus profonde du Scud, dont on ne reviendra pas sur les éléments inchangés. Il est caractérisé par la disparition des ailettes arrière et par une portée estimée entre 700 et 800 km avec une meilleure précision. L'organisation industrielle repose également sur une répartition géographique des infrastructures. Les sites de production, de recherche et d'essai sont répartis sur plusieurs complexes. Zone industrielle autour de Téhéran, installations liées au propagule solide à Parchin, centres d'essai et d'intégration comme Sharoud ou Koshir. Cette organisation limite le risque qu'une attaque unique puisse interrompre l'ensemble de la chaîne de production. Les analyses d'imagerie satellite montrent d'ailleurs une expansion progressive de certaines installations durant les années 2020, avec la construction de nouveaux bâtiments industriels et d'infrastructures renforcées. Cette montée en puissance industrielle accompagne une autonomie croissante.
Si les premières générations de missiles reposaient largement sur des technologies importées, les versions plus récentes témoignent d'une capacité accrue à concevoir localement moteurs, structures, systèmes de guidage et sous-ensembles critiques. Les sanctions internationales ont paradoxalement accéléré ce processus en poussant l'Iran à internaliser davantage sa production et à sécuriser ses chaînes d'approvisionnement. La révolution est donc invisible mais déterminante. Ce qui fait aujourd'hui la force du programme balistique iranien n'est pas seulement le nombre de missiles, mais l'ensemble du système industriel qui les soutient. Une organisation militaire dédiée, une industrie cloisonnée et une capacité de production conçue pour se maintenir dans la durée. L'arsenal n'est plus une collection d'armes importées ou copiées, mais un appareil industriel national structuré pour évoluer. En parallèle du programme militaire, l'Iran développe depuis la fin des années 2000 des lanceurs spatiaux destinés à placer des satellites en orbite, notamment à travers les programmes Saphir et Simorgh. Depuis 2009, le pays a réalisé plus d'une quinzaine de tentatives de lancements orbitaux et placé environ une dizaine de satellites en orbite, civils et militaires. Ces programmes ont connu des succès comme des échecs, mais ils témoignent d'une montée en compétences dans la propulsion multi-étages, la séparation des étages et la maîtrise des trajectoires de longue portée. Officiellement civils, ces lanceurs ne constituent pas des missiles opérationnels, mais ils reposent sur des technologies proches de celles des vecteurs balistiques longue distance. Ce qui compte ici n'est pas l'orbite elle-même, c'est la maîtrise progressive de briques technologiques communes. Propulsion, guidage inertiel et contrôle en vol, qui renforcent indirectement l'ensemble du complexe balistique iranien. Si l'infrastructure industrielle permet de produire et d'améliorer les missiles, une autre question devient centrale. La manière dont ces missiles sont déployés et protégés en cas de conflit. Les stratèges iraniens tirent une leçon simple des guerres modernes. Un arsenal puissant ne vaut rien s'il peut être détruit au sol dans les premières heures d'une campagne aérienne. La réponse prend la forme dans le paysage iranien lui-même. Montagnes creusées, tunnels bétonnés, bases dispersées et réseaux routiers permettant aux lanceurs de se déplacer rapidement. C'est dans cette logique qu'apparaissent les Missile Cities, un réseau d'installations souterraines destiné à protéger les capacités balistiques. Ces complexes enterrés, parfois montrés dans des vidéos officielles de l'IRGC, comprennent de longues galeries capables d'abriter missiles, véhicules lanceurs et stocks de munitions. Plusieurs zones sont régulièrement associées dans les analyses ouvertes à ce dispositif. À l'ouest, les secteurs de Khorramabad, Kermanshah et les reliefs du Zagros sont souvent cités pour leurs infrastructures souterraines. Plus au centre, les complexes de Kojir et Parchin, proches de Téhéran, sont davantage liés aux activités industrielles et aux essais. Au nord-est, la région de Sharoud est mentionnée pour ses installations d'essais et de développement. L'ensemble illustre une stratégie fondée sur la profondeur territoriale et l'utilisation du relief pour protéger les capacités de lancement. La mobilité constitue l'autre pilier du dispositif. La majorité des missiles modernes iraniens sont déployés sur des TEL, c'est-à-dire des tracteurs érecteurs lanceurs, capables de transporter, redresser, de lancer un missile depuis une position temporaire. Les installations souterraines servent principalement de zones de stockage et de préparation, tandis que les tirs peuvent être effectués depuis différents points du territoire. Pour un adversaire, localiser un missile ne signifie donc pas nécessairement pouvoir neutraliser le lanceur avant le tir. Cette organisation repose sur une multiplication des points de déploiement. Des zones côtières du sud autour du golfe Persique et du détroit d'Ormuz sont également associées à des tunnels et positions permettant le déploiement rapide de missiles antinavires et balistiques de courte portée. Cette architecture rend extrêmement complexe toute tentative de neutralisation complète des capacités balistiques iraniennes. La logique stratégique est simple, garantir qu'une partie de l'arsenal restera opérationnelle, même après le début d'un conflit. Les missiles cessent ainsi d'être des armes isolées pour devenir une capacité persistante capable de continuer à frapper, malgré les tentatives de destruction initiales. À partir de 2017, le programme balistique iranien entre dans une nouvelle phase, celle de l'emploi opérationnel assumé. Jusqu'alors, les missiles servaient principalement d'outils de dissuasion et de démonstration politique. Désormais, ils sont utilisés en conditions réelles au-delà des frontières iraniennes pour frapper des objectifs précis et envoyer des messages stratégiques clairs. L'arsenal n'est plus seulement une menace potentielle, il devient une capacité militaire effectivement employée. La première démonstration significative intervient en juin 2017 lorsque l'Iran lance plusieurs missiles vers des positions de l'organisation État islamique dans la région de Deir ez-Zor en Syrie. Les tirs sont réalisés avec des missiles de la famille Zolfaghar dérivés du Fateh et classés parmi les SRBM. Long d'environ 10 mètres, à propagule solide avec une portée estimée autour de 700 km et une charge d'environ 500 kg, ces missiles illustrent la montée en précision des systèmes iraniens. L'opération dépasse le cadre strictement militaire, elle démontre publiquement la capacité de Téhéran à frapper à distance depuis son propre territoire.
Certaines variantes de cette famille introduisent également des spécialisations opérationnelles. Le Zolfagar Basir, par exemple, est présenté comme une évolution du Zolfagar intégrant un guidage terminal destiné à l'engagement de cibles navales. Ce type de missile, parfois qualifié d'anti-ship ballistic missile, vise à menacer des navires en mer à longue distance. Même si les performances exactes restent difficiles à vérifier dans les sources ouvertes, ce développement illustre la volonté iranienne d'étendre l'usage des missiles balistiques au domaine maritime, en particulier dans des zones stratégiques comme le golfe Persique. Cette logique se confirme en janvier 2020 avec la frappe contre les bases américaines d'Ain al-Assad et d'Erbil en Irak, menée en réponse à la mort du général Qassem Soleimani. Les missiles employés sont identifiés par de nombreux analystes comme des Qiam-1 et des Fateh 313. Le Qiam-1 à propulsion liquide, long d'environ 11 mètres pour une masse proche de 6 tonnes, possède une portée de 700 à 800 km, avec une charge d'environ 700 kg. Le Fateh 313, version modernisée à propelleur solide, affiche une portée proche de 500 km avec une précision améliorée grâce à des corrections terminales. Les impacts observés montrent un degré de précision supérieur aux générations précédentes, marquant un tournant. L'Iran démontre qu'il peut frapper des infrastructures militaires ciblées tout en contrôlant le niveau d'escalade. Dans le même temps, les familles de missiles continuent d'évoluer. Des variantes plus récentes comme le Deathful ou le Rad 500 prolongent la logique initiée par le programme Fateh. Le Deathful étend la portée de cette famille vers environ 1000 km, tandis que le Rad 500 introduit l'emploi de structures composites et de nouveaux moteurs solides plus légers, illustrant la volonté d'améliorer les performances sans modifier radicalement l'architecture générale des systèmes existants. La présence persistante de missiles à propulsion liquide peut sembler paradoxale, alors que l'Iran a largement investi dans le propagole solide. En réalité, cette coexistence répond à une logique stratégique et industrielle. Les moteurs liquides, maîtrisés depuis les premières générations Shahab, permettent d'emporter des charges plus lourdes ou d'atteindre de longues portées avec des architectures éprouvées. Les missiles solides privilégient la rapidité de réaction et la mobilité, tandis que les systèmes liquides conservent un rôle dans certaines capacités régionales ou dans les vecteurs à forte charge. Cette dualité apparaît clairement avec le Khorramshahr, généralement classé MRBM, à propulsion liquide, long d'environ 13 mètres pour une masse dépassant 18 tonnes. Il affiche une portée proche de 2000 km avec une charge pouvant dépasser 1500 kg selon les versions. D'autres versions existent avec des optimisations, notamment sur le guidage terminal. Ce missile met davantage l'accent sur la capacité d'emport que sur la rapidité de mise en œuvre, illustrant le maintien d'une composante lourde au sein de l'arsenal. Les évolutions de cette famille se poursuivent avec la présentation du Khorramshahr 4, parfois désigné sous le nom de K-Bar. Cette version met davantage l'accent sur la charge utile et la simplification des opérations de lancement. Les informations publiques évoquent une portée proche de 2000 km pour une charge pouvant dépasser 1500 kg. Le missile resterait basé sur une propulsion liquide avec une architecture améliorée visant à réduire les temps de préparation. Cette évolution confirme que l'Iran conserve une composante de missiles lourds capable d'emporter des charges importantes, complément des systèmes solides plus réactifs. Parallèlement, les systèmes à propelleur solide continuent d'évoluer. Le HKSM, situé dans la catégorie des MRBM, affiche une portée annoncée autour de 1400 km avec une charge d'environ 500 kg. Le Khaybar Shekan, classé MRBM, combine une portée estimée entre 1400 et 1500 km avec un temps de réaction réduit grâce à son architecture solide. Certaines évolutions concernent également cette famille de missiles. Des versions plus récentes du Khaybar Shekan ont été présentées avec des optimisations portant sur la masse, la propulsion et la préparation au tir. L'objectif semble être d'améliorer encore la mobilité et la réactivité du système tout en conservant une portée supérieure à 1000 km. Ces évolutions s'inscrivent dans une logique d'amélioration progressive plutôt que de rupture technologique. Plus récemment, l'Iran a présenté le Fatah, décrit comme un missile balistique avancé doté d'une ogive manœuvrante et annoncé avec une portée d'environ 1400 km. Présenté comme capable d'échapper plus facilement aux missiles d'interception, il marque la volonté d'intégrer des capacités de pénétration plus sophistiquées, même si ses performances exactes restent débattues. Une évolution appelée Fatah 2 a également été évoquée, décrite comme intégrant un véhicule planant hypersonique, destiné à améliorer encore la capacité de pénétration des défenses antimissiles. Cette diversification montre que l'Iran ne cherche pas à développer un missile unique dominant, mais un ensemble de vecteurs complémentaires combinant portée, charge utile et rapidité de réaction. Depuis le début des années 2020, l'évolution la plus notable n'est d'ailleurs pas uniquement technologique, mais doctrinale. Les missiles sont désormais intégrés dans des salves combinant drones, missiles balistiques et parfois missiles de croisière.
L'objectif est de saturer les défenses adverses en multipliant les vecteurs et en forçant l'adversaire à disperser ses capacités d'interception. Les escalades régionales des années 2024-2025 illustrent cette logique. La valeur stratégique de ces frappes ne repose pas uniquement sur la destruction immédiate, mais sur la capacité à imposer un coût élevé et une pression constante. En multipliant les tirs réels, l'Iran démontre qu'elle peut intégrer ses systèmes balistiques dans des opérations militaires concrètes. L'arsenal devient alors une composante active de la politique militaire iranienne, un instrument employé pour peser sur l'équilibre stratégique régional. Maintenant que l'on a suivi l'évolution du programme, des premiers Scud importés jusqu'aux missiles modernes déployés depuis des infrastructures souterraines, la logique globale apparaît clairement. L'arsenal balistique iranien n'a jamais été conçu pour rivaliser frontalement avec les grandes puissances militaires, ni pour remplacer une aviation stratégique comparable à celle des États-Unis ou d'Israël. Il répond à une logique différente, une dissuasion asymétrique destinée à compenser des faiblesses conventionnelles par une capacité de frappe persistante et difficile à neutraliser. Le premier pilier de cette doctrine repose sur la saturation des défenses adverses. L'Iran combine désormais missiles balistiques, drones et parfois missiles de croisière dans des salves coordonnées. L'objectif n'est pas nécessairement la destruction massive immédiate, mais la surcharge des systèmes antimissiles. En multipliant les vecteurs et les trajectoires, Téhéran cherche à rendre l'interception coûteuse et imparfaite. Même lorsque la majorité des projectiles est interceptée, la simple capacité à saturer les défenses et à remettre en question leur étanchéité conserve une valeur stratégique. Le deuxième pilier est la survivabilité. Les missiles cities, les tunnels, les lanceurs mobiles et la dispersion géographique des sites traduisent une idée centrale. Un arsenal n'a de valeur que s'il peut survivre à une première frappe. L'objectif n'est pas seulement de dissimuler les missiles, mais de garantir qu'une partie d'entre eux restera opérationnelle et capable de riposter. À l'échelle régionale, cette posture s'inscrit dans une stratégie plus large de déni d'accès. En combinant missiles balistiques, systèmes anti-navires et réseaux d'alliés armés, l'Iran cherche à compliquer toute projection de force dans son environnement immédiat. Golfe Persique, Irak et Levant, les missiles deviennent ainsi un outil de pression stratégique capable de menacer bases, infrastructures critiques et lignes de logistiques adverses. Enfin, la doctrine iranienne repose sur une logique d'usure. Plutôt que de rechercher une victoire rapide, elle vise à augmenter progressivement le coût politique, militaire et économique d'un conflit. Chaque tir, chaque démonstration de capacité contribue à installer l'idée qu'une confrontation prolongée serait longue, incertaine et coûteuse. La conclusion stratégique devient alors claire. L'Iran ne cherche pas à être la puissance militaire la plus forte de la région, il cherche à devenir un adversaire trop difficile et trop coûteux à attaquer. Les estimations ouvertes indiquent que l'Iran dispose aujourd'hui de l'un des arsenaux balistiques les plus importants du Moyen-Orient. Plusieurs analyses occidentales évoquent plusieurs milliers de missiles de différentes portées, associés à plusieurs centaines de lanceurs mobiles. On parlerait de l'ordre de 2000 à 3000 missiles. Les chiffres précis restent incertains en raison de l'opacité du programme. Mais l'ampleur quantitative de cet arsenal constitue l'un des piliers de la doctrine iranienne. La capacité à saturer les défenses adverses repose autant sur le nombre de vecteurs disponibles que sur les performances individuelles. Un point souvent souligné par les analystes stratégiques est que la question ne porte pas uniquement sur l'arme nucléaire elle-même, mais sur l'existence de vecteurs capables de la délivrer. Or, sur ce plan, l'Iran dispose déjà d'un ensemble de missiles balistiques de portée intermédiaire, comme les Shahab 3, Gadr, Ségil ou Koramchar, capables d'emporter des charges de plusieurs centaines de kilogrammes sur plus de 1000 km. En d'autres termes, l'infrastructure de projection existe déjà. Dans cette perspective, l'élément décisif ne serait plus le développement du missile, mais la capacité à produire une ogive nucléaire suffisamment miniaturisée pour être intégrée à l'un de ces vecteurs. Si un tel seuil technologique était franchi, ces missiles pourraient alors constituer un véritable outil de dissuasion stratégique destiné non seulement à menacer des cibles régionales, mais surtout à sanctuariser le régime en rendant toute tentative de frappe majeure contre l'Iran beaucoup plus risquée. Actuellement, en mars 2026, le conflit entre l'Iran, ses proxys, Israël, les États-Unis et leurs alliés fait rage au Moyen-Orient. Plus que jamais, l'appareil industriel, la doctrine et les forces armées des gardiens de la Révolution sont mis à l'épreuve. Plusieurs axes apparaissent clairement. Premièrement, les bastions souterrains semblent dans une certaine mesure résister aux assauts aériens, puisque des missiles continuent d'être lancés. Cette résilience doit toutefois être nuancée. Ces infrastructures sont désormais étroitement surveillées et régulièrement frappées. Chaque sortie de lanceur constitue un pari risqué, l'Iran ne disposant pas de la supériorité aérienne et peinant à sanctuariser son espace aérien. Or, les tracteurs érecteurs lanceurs sont généralement produits en nombre plus limité que les missiles eux-mêmes, ce qui en fait des actifs critiques. Les entrées et sorties de certaines de ces installations souterraines sont d'ailleurs régulièrement ciblées, même si l'on peut supposer
que des accès secondaires et des mécanismes de redondance ont été anticipés. Mais encore une fois, ce genre de disposition a ses limites. Les frappes contre l'Iran s'inscrivent logiquement dans les objectifs stratégiques de ses adversaires, qui incluent la neutralisation du programme balistique et nucléaire iranien. Les infrastructures industrielles sont donc visées de manière systématique. Le conflit prend ainsi une dimension industrielle. L'enjeu n'est pas seulement de détruire les missiles existants, mais d'empêcher leur régénération. La question centrale devient alors la capacité de l'Iran à maintenir sa production sous pression constante. Un défi qui concerne également les adversaires de Téhéran, confrontés à la consommation rapide de munitions et d'intercepteurs. Dans le même temps, la doctrine iranienne est poussée à son paroxysme. Bien que les volumes de tir restent limités au regard de l'arsenal théorique, missiles balistiques, drones et parfois missiles de croisière sont employés de manière répétée. L'objectif est double, frapper lorsque cela est possible et mettre à l'épreuve les défenses adverses. Chaque interception mobilise des systèmes coûteux et consomme des ressources. Si les stocks antimissiles venaient à s'épuiser, une proportion croissante de tirs pourrait atteindre ces objectifs avec un impact militaire, humain et politique accru. La logique reste conforme à la doctrine annoncée, rendre progressivement le conflit trop coûteux pour l'adversaire. La confrontation actuelle constitue ainsi un test grandeur nature de la dissuasion iranienne. Depuis des décennies, la stratégie balistique repose sur l'idée qu'une capacité de frappe persistante peut limiter la liberté d'action ennemie. Or, malgré les salves, les opérations adverses se poursuivent, ce qui montre que la dissuasion n'est pas absolue. Toutefois, la mobilisation massive de moyens antimissiles et la priorité donnée à la neutralisation des lanceurs et des infrastructures industrielles montrent que la menace est prise très au sérieux. Le facteur temps devient dès lors déterminant. Là où les coalitions cherchent souvent des résultats rapides, la doctrine iranienne semble conçue pour durer, en misant sur la dispersion, la redondance et la capacité à maintenir un rythme de tir. Téhéran adopte une logique d'usure. Plus le conflit se prolonge, plus le coût stratégique augmente pour l'ensemble des acteurs. Dans cette perspective, la confrontation actuelle ne mesure pas seulement la puissance militaire immédiate de l'Iran, mais la solidité du système qu'il a construit depuis 4 décennies. Un appareil industriel, une doctrine cohérente et une capacité de frappe pensée non pour dominer, mais pour résister. Malgré cette logique de dispersion et de survivabilité, le dispositif iranien présente toutefois des fragilités. Les tracteurs érecteurs lanceurs constituent un maillon critique et sont des cibles prioritaires. La dépendance majoritaire au guidage inertiel limite également la précision des frappes. À cela s'ajoutent des contraintes économiques réelles. Maintenir un programme balistique sous sanction mobilise des ressources considérables et un conflit prolongé met l'ensemble de l'appareil industriel et économique sous tension. Enfin, aucun système, aussi dispersé et enterré soit-il, n'est totalement insensible à des campagnes soutenues en position de faiblesse. La résilience iranienne est réelle, mais elle n'est ni infinie ni insensible à l'attrition. Quelles que soient ses conséquences finales, ce conflit marquera sans doute un tournant. Il y aura un avant et un après dans l'histoire du programme balistique iranien. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve pour un prochain sujet.